le nom de Rof, que vous avez fait découvrir sur Guet-apens. Et avec Phénomène Records, vous avez aussi produit le premier album de Rof. Ouais, c'est Tintin qui a produit l'album de Rof. Ouais. Toi, quel souvenir tu gardes Enfin, t'étais là, je pense. J'étais là, j'ai eu la chance de faire la musique du morceau Génération Sacrifiée, qui a été des grandes surprises, parce que moi, en fait, j'avais fait un morceau où j'avais mis des refrains, enfin, tu vois, je faisais un morceau rap classique. Je disais, bon, il va faire un 16, un refrain, 16 refrains, et le gars m'a fait un texte complet, tu vois, je veux dire. Et on a vu les nouveaux... En fait, pour moi, c'était les nouveaux génies, hein. Que ce soit Kerry, que ce soit Rof. Tu sais que nous, quand il était à Hier, dans le studio, je ne me rappelle plus comment s'appelle ce studio, le gros studio qui est à Hier. Ouais, je vois à peu près. Tu vois. Et quand on a écouté l'album, on a pris une claque de fou, tu vois. Et là, tu vois, c'est là qu'on voit les nouvelles générations qui arrivent, avec des dents plus acérées encore, tu vois. Parce que Rof, c'était d'ailleurs, on avait mis des griffes sur la pochette qu'Eliott avait fait. Et bah ouais, la rencontre entre Express D et Rof, elle était presque naturelle en fait. Dès qu'on l'a entendu rapper on avait invité sur Guet-apens. Dès qu'on a entendu la manière dont il rappait, Tintin il m'a dit ah, c'était chaud. Ah, c'était chaud. Faut que ça soit nous, faut qu'on soit derrière. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'était chaud, c'était chaud. Donc, ouais, une très belle rencontre. J'ai encore... il fait partie des rares personnes avec qui j'ai encore contact, tu vois. Donc, au-delà de la musique, il y a aussi l'être humain qui est... on a des valeurs communes, tu vois. Tout à l'heure, tu as évoqué... Excuse-moi, je te coupe. Non, mais je disais, mais le rap de rue, je pense qu'un jour, j'avais un frère qui m'avait dit que c'était générationnel et j'ai pas voulu le croire. Mais je me suis aperçu au fur et à mesure des années qu'effectivement, c'est générationnel quand même, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux pas sortir de la rue et continuer à faire du rap de rue, quoi. Je pense pas. Tu vois? J'allais te parler de l'invincible Armada. Oui. Parce que je sais que vous étiez aussi en lien avec Diabu System. Ah oui. Mistadi, bien sûr. L'équipe, les spécialistes. Et quand est sortie cette compile, nous, comme je t'ai dit, on était les Gremlins. Nous, tout ce qui arrivait, qui était bon. Et toi, cette compile, elle est... tu sais, c'est comment dire, c'est un marqueur au niveau du temps. Ouais. Après, il y a un autre rap qui s'est fait, tu vois, mais dans la continuité d'Invincible Armada et de ce qui se faisait à cette époque-là, tu vois. Mais cette compile, déjà, c'était l'époque où Time Bomb était encore actif. Ouais. Tu vois, Cassidy dedans, il y a Oxmo, morceau, tout à fait. Un peu comme Pooch Fiction. Grave. T'as ton solo, il y a Traquin solo. Cette compile, Delta aussi, ouais. Mais c'est quoi cette compile de fou, là? Il a pas fait qu'un free carrière avec 2 morceaux. Alors, c'était fou. Cette compile. C'est... Abuse aussi qui rappe comme un... Ah ouais. C'était fou, frère, comment il rappelle Abuse. Ah ouais. un freestyler de fou. Non, franchement, le travail... Quand je te dis que ça a été très important d'avoir rencontré Mistadi à cette époque-là, l'Invincible Armada, c'est l'album de Mistadi. C'est-à-dire qu'il était non seulement concepteur musical, mais c'était aussi la tête pensante. Hein, lui et Tepa, donc son frère, ils ont monté un collectif avec une idée très, je dirais très radicale du hip-hop. C'est-à-dire que eux, ils partaient vraiment de Mistadi, toujours. Hein, aujourd'hui, tu fais des discussions avec lui, ça peut durer des heures sur la musique, parce que je pense que lui, il n'est pas dans la concession musicale, quoi. Tu vois, c'est vraiment le gars qui est capable de travailler pendant des heures et des heures sur une batterie. D'ailleurs, nous-mêmes, on s'endormait. Parce que pendant des heures, il est en train de travailler sur une grosse caisse. Tu vois. Une espèce de Dr. Dre. Dr. Dre peut faire ça aussi. Ouais, non, mais vraiment, c'est quelqu'un qui pousse le son, qui pousse la recherche du son à son maximum. C'était une école, quoi. Ça n'existe plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que maintenant, si tu veux une grosse caisse, tu en as 20 000, avec des logiciels qui te donnent des grosses caisses déjà... toutes mixées, masterisées, tu vois, je veux dire, alors que lui, il était obligé de mélanger 4-5 grosses caisses différentes en enlevant la fréquence de celle-ci, en rajoutant les l'aigu à celle-là, etc., etc.
Donc ça demandait un boulot monstre, tu vois. Donc il avait une idée de ce que pouvait être un album de concepteur musical, tu vois. C'est-à-dire que souvent les gens appellent ça compilation, mais je pense pas que ça soit une compilation. On n'appelle pas compilation un album de Quincy Jones. Pourtant, Quincy Jones, il chantait pas. Non. Il faisait que les musiques et il produisait, réalisait les morceaux. Mais il invitait Jackson, il invitait Big Daddy Kane, Ice-T, tu vois. Je pense à Back on the Block. Je sais pas si tu te rappelles de cette compile. J'ai dit compile, tu vois. De cet album. C'était l'album de Quincy Jones. C'était le musicien qui invitait des gens. Tu vois. Et Guet-Apens, c'est pareil. Quand on a fait Guet-Apens, beaucoup de gens ont dit la compile Guet-Apens. Alors que pour nous, c'était un album. Une compile, c'est chacun, Bayes, il faisait des compiles. Chacun amenait son morceau avec son producteur de son et on compilait des morceaux. Toi, tu pouvais venir avec ton groupe et ton concepteur. L'autre, il arrivait avec son groupe et son concepteur et on collait les morceaux les uns derrière les autres. Et ça, c'est une compile. Mais quand d'un seul coup, tu as un producteur de son qui fait des sons et qui invite des... Là-dessus, je vais mettre Abuse. Tiens, là-dessus, je vais mettre Tepa. Là, je vais mettre Ouija et Intel, etc. etc. Bah, non, c'est un album, en fait. Mais tu sais que ça se ressent, hein. Guet-Apens, que c'est un album. Tu vois, moi, comment... Parce que tu ressens une osmose. Ouais. Un truc qui ne s'explique pas. Une espèce de magie. Guet-Apens, quand tu l'écoutes, tu sens que c'est un album. Ouais. Invincible Armada, tu le ressens pas comme une compile. Tu sens que c'est toujours le même gars qui est derrière. Toi, mais beaucoup de personnes... À l'époque, je le ressentais comme ça. Beaucoup de personnes appelaient ça des compiles. Tu vois. Et on appelait ça une compile, mais pour moi, c'était un album. Ouais. En fait, c'est ça. C'est un album de concepteur. Ça sent. Ouais. Ça a été tout le monde a travaillé, chaque solo. Ça sent que ça a été travaillé, comment dire, de manière minutieuse. Grave. Tu le sens. Ouais, et avec une personne à la tête de ça, quoi. C'est vraiment Mistadi qui était à la tête de cette compile. On arrive tout doucement à la fin de notre entretien. Le Cabo Verde va me faire une dinguerie. Sinon, toi, il dit rien, là, Genzo, il dit rien. Mais il fulmine. Je le sens, là, tu vois. Aujourd'hui, le rap a changé. Aïe. Jadis, il touchait que les cités. Aujourd'hui, il touche le monde entier. Toute classe sociale confondue, toute teinte confondue, tout con confondu. Même les racistes font du rap. À la récré, il y a quelque temps, on a débattu avec Fif de Bouscapé autour du thème suivant. Y a-t-il un grand remplacement dans le rap français? Qu'en penses-tu? Oui, aïe. Alors, je vais faire vieux con. Écoute, il y a des gens qui, pour moi, continuent à faire du rap. Mais c'est des gens qui sont revenus à l'époque, avant que ça ait été commercialisé. C'est-à-dire, c'est des gens qui restent dans l'indépendant. J'ai bossé avec 2-3 gars avec qui j'ai kiffé.